Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui en cette matinée porte ouverte sur le site de l'école française de Lomé pour célébrer la semaine des lycées français du monde. Alors en compagnie des équipes enseignantes qui sont à pied d'œuvre chaque jour auprès de nos élèves, c'est pour nous l'occasion d'évoquer la façon dont nos jeunes se préparent tout au long de leur scolarité au LFR à devenir les citoyens de demain. Alors tout d'abord, nous accueillons Madame Waquet, professeure des écoles en classe de moyenne section. Bonjour. Le lycée français de Lomé met l'accent sur l'enseignement d'anglais dès la maternelle pour le poursuivre jusqu'au lycée. Alors pourriez-vous nous expliquer pourquoi commencer l'anglais si tôt et comment de si jeunes enfants, qui sont mis au contact de cette langue qui leur est inconnue pour la plupart, s'en sortent-ils? Alors, comme c'est bien connu maintenant et comme l'ont entériné les recherches, plus on commence tôt l'apprentissage d'une langue, plus c'est facile et mieux intégré. Donc, à l'école maternelle, l'enfant apprend l'anglais pendant les rituels, en jouant, en chantant, en cuisinant, en fabriquant des objets, en réalisant des expériences scientifiques ou encore à travers les activités sportives. Donc, en fait, toutes sortes d'activités qui vont faire sens pour lui, où il va être très spontané dans ses activités et toujours sur un mode ludique. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'âge de l'enfant à l'école maternelle, c'est un âge exceptionnel où l'enfant dispose d'une étonnante plasticité cérébrale. Cette plasticité va lui permettre, d'une part, d'emmagasiner en quelques années seulement un nombre énorme de connaissances. D'autre part, elle va lui permettre, cette plasticité, d'entendre et de reproduire à l'identique les sons d'une langue autre que celle de sa langue maternelle et ce qui va lui permettre après de s'exprimer dans sa nouvelle langue sans aucun accent. Enfin, cette plasticité permet aussi une ouverture sur l'autre, une capacité importante à comprendre l'autre et ainsi à se fondre dans sa culture. Donc autant d'atouts qui vont vraiment aider le jeune enfant à entrer dans les langues du bon pied. En fait, ce qu'il faut retenir pour le cycle 1, c'est que l'anglais va toujours être intégré à des activités qui font sens pour l'enfant. Plus l'enfant sera jeune, plus on va passer par une gestuelle, par des chansons, par l'utilisation du matériel bien connu de l'élève. Par exemple, le matériel des coins jeux. Alors comment les enfants vivent-ils ces temps d'anglais et les résultats sont-ils visibles? Oui, tout à fait. Il passe de l'anglais au français, du français à l'anglais de manière très naturelle, spontanée. Ce n'est pas contraignant pour lui. Ils apprécient tous beaucoup ces temps d'anglais et ils sont beaucoup encouragés, félicités. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeune enfant est naturellement confiant. C'est-à-dire qu'il craint encore peu le regard de l'autre. Cela va lui permettre de répéter, de faire des essais de production orale avec très peu d'appréhension. Et ainsi, il va progresser très rapidement. Ce point est très important puisque ce vécu positif qu'il aura eu au démarrage de l'apprentissage des langues va avoir une influence décisive sur le reste de sa scolarité. C'est-à-dire que quand il sera confronté à un nouvel apprentissage d'une langue, il réagira de manière positive et plus globalement face aux nouveaux apprentissages. Car il est établi aujourd'hui que plus un enfant commence tôt à apprendre une langue, plus il va développer une flexibilité cognitive très intéressante qui va lui servir dans tous les apprentissages. Alors merci à vous. Madame J, bonjour. Vous êtes la directrice de l'école primaire. Pourriez-vous nous présenter plus globalement la politique des langues au sein de l'ELFR? Alors, la politique des langues au lycée français repose sur une éducation plurilingue et pluriculturelle. Les enfants dans notre établissement vont côtoyer différentes langues et différentes cultures, puisqu'ici au lycée français de Lomé, plus de 30 nationalités sont représentées. On vous a présenté tout à l'heure, la collègue vous a présenté donc l'enseignement de l'anglais en maternelle. Du CP au CM2, les élèves vont rentrer dans le parcours PARL, c'est-à-dire parcours d'adapter et renforcer en langue étrangère. Donc là, l'enseignement de l'anglais va commencer de manière plus formelle, avec l'introduction progressive de l'écrit. Et on va également mettre en place ce qu'on appelle des séances d'EMIL, enseignement d'une matière intégrée en langue étrangère. Le CP, CE1, art et sport. Et pour les classes de CL, nous aurons de la géométrie, de la géographie, des sciences. À l'entrée en 6e, il va être proposé aux élèves une section bilingue, donc introduction d'une 3e langue vivante, au choix de l'élève, espagnol ou allemand,
Et ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle au lycée une DNL, une discipline non linguistique, et c'est de l'histoire. Puis, à l'entrée au lycée, de nouvelles langues sont proposées aux élèves, et notamment le chinois. Donc l'élève va choisir son parcours linguistique en fonction de son projet personnel. Il est important de préciser toutefois que la langue française est la langue prépondérante dans cet établissement. C'est la langue qui est parlée par la majorité des élèves, soit parce que c'est la langue maternelle, soit parce que c'est une des langues présentes à la maison. Donc c'est ce qu'on appelle la langue d'appui. C'est la langue sur laquelle les enfants vont construire les compétences fondamentales, essentielles. Et ça, c'est un élément important. À l'école primaire, on pourra proposer au maximum 25% du temps d'enseignement en anglais. Pour conclure, donc je dirais que c'est un dispositif récent qui s'est mis en place dans l'établissement. Il est évolutif et il est aussi ambitieux. Pourquoi pas une section internationale au lycée français de Lomé dans quelques années. Une section qui permettrait aux élèves de préparer l'option internationale au baccalauréat. Bonjour. Vous êtes professeur des écoles en CE2 et vous venez nous parler d'un axe de travail qui me tient particulièrement à cœur puisqu'il s'agit du développement des capacités argumentatives de nos élèves dès l'école primaire. Alors est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste l'argumentation et quelle est sa place à l'école primaire? Alors tout d'abord, argumenter, c'est tout simplement clarifier sa pensée en la justifiant. Et on essaie de mettre ça à profit avec nos élèves pour les préparer à leur futur parcours scolaire et futur parcours d'adulte. Alors à l'école précisément, l'argumentation, c'est un objet d'étude qui va aider les enfants, nos élèves, au développement de leur posture citoyenne et également à construire leur savoir et leur connaissance. Donc on voit bien que le travail de l'argumentation a toute sa place à l'école élémentaire, pour ma part en cycle 2, mais du cycle 1 jusqu'à la terminale. Alors quels sont les objectifs poursuivis par ce type d'activité? Quelles compétences cherche-t-on à développer chez nos élèves? Alors la première des compétences, et qui n'est pas facile, c'est d'oser prendre la parole devant les autres. Chose pas aisée, même pour certains adultes. Et lorsqu'on prend la parole, il faut réussir à s'exprimer clairement. Pour s'exprimer clairement, il faut réussir à maîtriser sa voix, à maîtriser ses gestes et à maîtriser ses émotions. Il faut également être capable, et c'est ce que l'on travaille, d'écoute, d'attention et de concentration. Donc en fait, toutes ces premières compétences que l'on vise vont permettre aux enfants de prendre en compte les idées de leur père, de les comprendre, de les analyser, et ce qui va permettre d'alimenter leur propre réflexion. Alors, in fine, qu'est-ce qu'on cherche à développer chez nos élèves? C'est la capacité à juger par eux-mêmes et à développer un certain sentiment d'appartenance. Alors, d'appartenance pour nos petits élèves à la classe d'abord, puis à l'école, ou au collège et lycée, et puis, finalement, à la société, et d'essayer de prendre part à l'amélioration de la vie commune en faisant des propositions, et puis de développer ce que l'on espère, vraiment ce que l'on cherche, à développer une conscience morale qui permettra à nos petits élèves, lorsqu'ils seront adultes, dans leur vie d'adulte, à comprendre, respecter et à partager les valeurs humanistes de respect, de solidarité et de responsabilité. Vaste programme. Vaste programme. Alors pourriez-vous nous dire de quelle façon le débat argumenté est-il introduit dans les classes? Alors oui, le débat, c'est vraiment l'élément constitutif de notre travail à l'oral, puisqu'il permet d'échanger, d'écouter, de communiquer et d'exprimer ses idées. Alors ces débats argumentés, ou plutôt on peut dire des discussions à visée philosophique, peuvent être mises en place à partir de nombreuses points d'appui. Alors, un des premiers points d'appui très intéressants à notre niveau cycle 2, ce sont les ouvrages de littérature de jeunesse. Donc, utiliser des romans, des albums qui proposent des thématiques, et puis partir de cette lecture pour amorcer un débat. On peut partir également de courts films d'animation ou d'extraits de films, notamment également sur les thématiques qu'on aura sélectionnées. On pourra également utiliser des textes philosophiques
qui auront été bien entendu adaptés au niveau de compréhension et d'âge des élèves que l'on a avec nous. Et puis également des situations tirées du réel qu'on pourra composer en termes de dilemmes moraux. Et autre point extrêmement important, c'est partir du vécu des enfants. Pour conclure, ce travail sur l'oral, puisque l'argumentation est travaillée à l'oral essentiellement à l'école élémentaire, ce travail sur l'oral débute en maternelle. Dès la grande section, des débats peuvent être engagés. Et puis cycle 2, cycle 3, cycle 4, puisqu'il existe dans notre réseau Ambassadeurs en herbe, qui est peut-être finalement l'aboutissement de tout ce travail d'argumentation à l'oral. N'étant pas hors du monde, il est important de permettre à nos élèves de prendre conscience des problématiques et des enjeux qui concernent tous les citoyens. Et en tant qu'enseignant de CM1, vous avez lancé un travail particulier avec vos élèves du cycle 3 sur la thématique environnementale afin de former les éco-citoyens de demain. Alors est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Oui, alors c'est vrai qu'on a tendance à considérer à juste titre que l'école est la première entrée pour découvrir la vie en collectivité. Mais il nous paraît important de sortir les enfants en dehors de l'école pour mieux comprendre le monde et surtout éveiller à la curiosité. Nous avons sélectionné en CM1 au cycle 3 deux valeurs qui nous paraissaient essentielles. La première qui est la solidarité et le respect d'autrui à travers un projet autour du handicap. Donc nous allons à la rencontre dans la ville de Lomé, dans un quartier défavorisé, d'une classe d'enfants sourds. Et là, avec les enfants, donc notre objectif est de développer la bienveillance, l'empathie, le respect de la différence et comprendre ce que sont que la discrimination, les préjugés, les stéréotypes. On a un objectif du coup à plus long terme, donc, qui est de comprendre l'intégration des enfants handicapés dans la société. Vous avez aussi évoqué donc, notre travail autour de la thématique de l'éco-citoyenneté qui nous est chère. Donc, on essaie de développer la responsabilité individuelle et collective. Donc on a deux projets, un projet autour du tri et du recyclage. On va à la rencontre donc, de la société AGR. Voilà. Et un autre travail en géographie autour de la consommation locale. Donc pareil, nous allons dans les quartiers à la rencontre de personnes qui travaillent dans ce domaine et qui essaient de développer les produits locaux. Donc on essaie de saisir toutes les opportunités qui sont possibles. En début d'année, nous avons pu rencontrer un artiste qui travaille avec des matériaux recyclés. Et en nous déplaçant jusqu'à l'océan, les enfants peuvent comprendre le problème de l'érosion, le problème du réchauffement climatique. Donc tout ça, bien sûr, dans un but de développer l'esprit critique et d'adopter un comportement réfléchi. Bonjour Monsieur Djeri. Alors Monsieur Djeri, vous êtes professeur d'éducation physique et sportive. Parlez-nous de la section sportive scolaire basket qui sera très prochainement validée par le ministère des Sports. Alors, cette section basket est née de l'engouement que l'ensemble des élèves du LFL ont pour le basket. Et donc, elle a été mise en place à partir de l'année de la rentrée 2018-2019. Donc, au collège, elle a commencé par la classe de 5e et au lycée en seconde première. Alors, elle est pensée pour couvrir tout le cycle 4 et tout le cycle lycée. Donc, alors, nous avons, par rapport à l'année passée, organisé plusieurs tournois au lycée et nous avons participé également à des tournois sur l'invitation. Et ces tournois auxquels nous avons participé, et parmi ces tournois, il y a une qui a été très très importante pour nous, c'est le tournoi que la fédération a organisé dans le cadre du 3-3, où nous avons les quatre garçons qui ont réussi à se qualifier et qui ont participé à la Coupe d'Afrique du 3-3 qui a été organisée à Abidjan. L'ensemble de cette dynamique, la dynamique de tout ce que nous faisons comme activité à l'EPS, à la section sportive et en section basket, a amené, a été reconnu par la FE qui nous a donné le label de Génération 2024. Alors, à quoi sert ce label? On se posait des questions. Alors, ce label
il permet aux élèves du lycée français de participer et en tant que volontaires aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Effectivement, le label 2024 est très important, très peu d'établissements dans le réseau l'ont obtenu, et nous verrons comment nous pourrons mettre en place cette possibilité pour des élèves effectivement de participer en tant que volontaire et en tant que bénévole aux Jeux Olympiques de 2024, peut-être en tant que jeune arbitre. Je dirais aussi que nous sommes établissement support de la Ligue sportive de la zone Afrique centrale. Une Ligue sportive a été créée depuis cette année et nous sommes établissement support, c'est-à-dire que c'est nous qui gérons et qui allons gérer financièrement, mais aussi d'une façon pratique, tous les événements sportifs de la Ligue qui vont se produire dans le cours des années à venir. Donc c'est bien toute la reconnaissance du travail qui est fait par l'équipe très dynamique du lycée de Lomé qui est reconnue ainsi. Alors, le lycée français vient de bénéficier d'une vaste rénovation de ses locaux. C'était déjà le cas des bâtiments du primaire. C'est désormais valable également pour les locaux du secondaire et en particulier dans le département de sciences et technologies. Alors, ces nouveaux équipements viennent compléter les nombreux projets mis en place par les professeurs dans ces domaines. Alors, monsieur Viellet, vous qui êtes professeur de sciences et de technologie, pourriez-vous nous en dire plus sur les spécificités de l'enseignement des sciences ? Alors, une des spécificités de l'enseignement des sciences, c'est l'apprentissage des démarches. Donc ça permet à nos élèves d'acquérir des compétences et surtout de les rendre autonomes et de les préparer à l'enseignement supérieur après le bac. Donc une des démarches qui est le plus utilisée, on va dire, en sciences physiques, en mathématiques et en SVT, c'est la démarche scientifique qui consiste à exposer les élèves à des problématiques pour qu'ils puissent émettre des hypothèses. Ensuite, à travers des expériences, ils peuvent invalider ou valider leur hypothèse. Alors, comment est organisé l'enseignement des sciences au lycée français ? Alors, il y a deux choses. Il est intégré au départ et ensuite il est spécialisé. Donc, du cycle 1 jusqu'au début du cycle 3, jusqu'au cycle 3, il est intégré. Mais au début du cycle 1 jusqu'au début du cycle 2, vous avez un seul enseignant qui intervient. En 6e, donc, à la fin du cycle 3, 3 enseignants interviennent, mais on a toujours un seul enseignement. Ce sont 3 enseignants avec un seul programme. Par contre, à partir du collège et au lycée, vous avez une spécialisation où vous avez des enseignants qui interviennent dans chacune des disciplines. Mais il y a quand même une épreuve au bac commune en sciences où on a SVT, sciences physiques et maths, qui s'intitule Sciences et croyances, et cet enseignement est fait par le biais de l'étude de l'histoire des sciences et l'épistémologie. Et la part expérimentale est apparemment importante. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Alors elle est très importante puisqu'elle représente 50% de l'activité des élèves, que ce soit au collège ou au lycée. Alors, les expériences à part expérimentale permettent de développer des compétences expérimentales, d'appréhender les notions de manière très précise et rigoureuse, et surtout de préparer, comme je l'ai dit précédemment, nos élèves à l'enseignement des sciences post-bac. Alors, qu'en est-il de la partie technologie et numérique ? Alors, la rénovation de nos laboratoires, justement, nous permet en technologie de aussi pratiquer une démarche que l'on retrouve en sciences de l'ingénieur. Donc c'est pareil, les élèves sont confrontés à des situations de problème. Nous avons du matériel didactique qui a été acquis justement en même temps que la rénovation a été faite de l'établissement. Donc ça nous permet de mettre les élèves en situation, de leur permettre de fabriquer un objet ou toute ou partie d'un système. Et sur le plan numérique, grâce à la rénovation de nos locaux, nous pouvons être maintenant un pôle de formation. Donc nous formons les enseignants au sein de l'établissement, mais nous accueillons aussi tous les enseignants de la zone. Actuellement, là, il y a des formations en sciences numériques et technologies de tous les professeurs des lycées de la zone. Oui, d'ailleurs, je voudrais juste remercier M. Viellet, qui est formateur à l'EFE et qui anime cette formation qui a lieu actuellement dans nos locaux sur le site de Strauss. Et M. Viellet, donc, a pu s'échapper pendant, on va dire, 2 petites heures pour venir à notre rencontre aujourd'hui. Donc, je le remercie. Ils sont 2 formateurs, donc il a laissé son collègue poursuivre la formation pendant ces 2 petites heures.
Toutefois, le bac, ce n'est qu'un point de départ vers les études supérieures. Alors, monsieur le proviseur, suit sa scolarité au lycée français, constitue-t-il toujours une garantie d'accéder à la voie royale vers les meilleures écoles de l'enseignement supérieur français? Effectivement, je crois qu'on peut le dire. Nos élèves disposent vraiment d'un avantage comparatif considérable par rapport à des élèves qui proviennent d'autres établissements de la place de Lomé, et même par rapport à des élèves qui proviennent de certains établissements français. Nous avons des résultats au baccalauréat qui sont exceptionnels, comme dans tout le réseau d'ailleurs. Le taux de réussite au baccalauréat dans le réseau de l'AEFE est de l'ordre de 97%. Il est de 95% en Afrique, donc nous sommes entre 96 et 97%, donc nous sommes dans les normes du réseau, même un petit peu mieux par rapport aux autres établissements africains. Et chaque année, nous avons un taux de mention au baccalauréat qui est entre 50 et 75%, ce qui est assez exceptionnel. Les écoles françaises, quand je dis école au sens large, ça peut être les universités, par école, je dis université, école de commerce, école d'ingénieurs, les universités de médecine, etc. Les écoles le savent. Ils savent que lorsqu'ils vont prendre dans leur effectif un élève qui vient d'un lycée français de l'étranger, notamment le lycée de Lomé, ils savent que c'est un élève qui va réussir. Eh bien, un élève qui arrive d'un lycée français de l'étranger est un élève qui est recruté, quand je dis un lycée français de l'étranger, un lycée homologué, en particulier les lycées conventionnés, ce sont des élèves qui sont recrutés parce que les établissements en France savent que ces élèves ont le niveau. Et aucun de nos élèves n'a de difficulté, enfin, tous nos élèves ont des affectations sur Parcoursup. On n'a aucun élève qui reste sur le carreau. D'une façon générale, nos élèves intègrent les meilleures écoles d'ingénieurs, les meilleurs élèves bien sûr, les meilleures écoles de commerce, et ils réussissent bien leurs études. Donc, de ce point de vue-là, on peut considérer que c'est la voie royale. En ce qui concerne le visa, c'est aussi quelque chose d'assez important. En ce qui concerne le visa, tous nos élèves qui obtiennent le baccalauréat obtiennent un visa par l'ambassade de France. Merci à vous, monsieur le proviseur. Merci à tous d'être venus pour cette table ronde.